Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans une question fondamentale. Et si le pouvoir de tout convaincre était en fait plus dangereux que la vérité elle-même? C'est le défi au cœur d'un des textes les plus percutants de la philosophie, le Gorgias de Platon. Alors, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La persuasion ou la vérité? C'est vraiment la question centrale du Gorgias. On va décortiquer ce dialogue comme un duel intellectuel en 3 actes. On va voir la persuasion affronter la vérité round après round. Le premier acte met en scène deux véritables titans. D'un côté, on a Socrate, le penseur systématique qui traque la moindre contradiction. De l'autre, Gorgias, le maître incontesté de la rhétorique, l'art de persuader. Socrate, lui, ne se laisse pas impressionner par les beaux discours. Sa méthode est implacable. Il veut une définition précise de la rhétorique pour en tester les fondations. Logiquement, il ne cherche pas une opinion, il veut une vérité qui résiste à l'examen. Gorgias, très confiant, définit son art comme étant le pouvoir ultime, celui de persuader les masses. Pour lui, un orateur habile, c'est quelqu'un de plus puissant qu'un médecin ou un général, parce qu'il peut faire passer n'importe quelle décision, même sans rien connaître au sujet. Et c'est là que Socrate frappe un coup décisif. Il force Gorgias à admettre une distinction qui est absolument cruciale. La rhétorique, ça produit la croyance sans le savoir, alors que les vrais arts, eux, produisent la connaissance par l'instruction. En gros, c'est un outil pour faire croire, pas pour faire connaître. Et voilà, le piège qui se referme. Socrate expose une contradiction fatale dans le raisonnement de Gorgias. Si la rhétorique enseigne vraiment la justice, comment un orateur pourrait-il agir de façon injuste? Logiquement, c'est impossible. Gorgias est coincé. Son art prétend enseigner une chose, mais il permet son contraire. Alors que Gorgias est à court d'arguments, son jeune disciple Polos saute dans l'arène. Impétueux, impatienté par toutes ces subtilités, il change complètement de terrain. Le débat ne porte plus sur la définition de la rhétorique, mais bien sur la nature même du pouvoir. Pour déconstruire la vision de Polos, Socrate utilise une analogie fondamentale. Regardez bien ça. La rhétorique est à la justice ce que la cuisine est à la médecine. La cuisine, ça produit un plaisir immédiat, c'est une flatterie pour le corps. La médecine, elle, vise un bien réel, la santé. C'est pareil pour l'âme. La rhétorique imite la justice, mais ce n'est qu'un simulacre qui flatte l'âme sans la rendre meilleure. Polos, lui, il est beaucoup plus pragmatique. Il balaye l'analogie du revers de la main. Pour lui, le bonheur, c'est le pouvoir brut. Point. Et le pouvoir ultime, c'est celui du tyran, qui peut commettre n'importe quelle injustice sans jamais en subir les conséquences. C'est ça, la vraie réussite. La morale, ça n'a rien à voir là-dedans. La réponse de Socrate est une idée qui vient complètement choquer le sens commun. Un paradoxe déstabilisant. Le tyran, celui que Polos admire tant, est loin d'être le plus heureux des hommes. En fait, il est le plus misérable de tous. Et pour le prouver, Socrate déploie sa logique étape par étape. C'est implacable. Suivons le raisonnement. Il amène Polos à admettre que commettre l'injustice, c'est plus laid que de la subir. Ensuite, il établit que si ce n'est pas plus douloureux, ça doit donc être un plus grand mal. Polos est forcé d'accepter la conclusion, même si ça va contre sa propre intuition. La conclusion de tout ça est saisissante. Le plus grand des malheurs, ce n'est pas d'être puni, mais bien d'échapper à la justice. Pourquoi? Parce que ça laisse l'âme malade, corrompue. La punition, même si c'est pénible, c'est en fait la médecine qui vient purifier l'âme et la guérir. On arrive maintenant au point culminant du débat avec l'arrivée de Calliclès. Lui, il rejette tout ce qui vient d'être dit avec mépris. Pour lui, Socrate et Polos, ils ne font que jouer avec des conventions sociales. Il amène alors l'idée la plus radicale et la plus dangereuse jusqu'à maintenant. Calliclès oppose la nature à la loi conventionnelle. Il soutient que les lois, au fond, ce n'est qu'une invention des faibles pour se protéger des forts. La vraie justice, la seule qui compte, celle de la nature, c'est que les individus d'exception dominent les masses. C'est la loi du plus fort. Mais Socrate, avec une logique mordante, retourne l'argument contre Calliclès lui-même. Si le plus fort est celui qui domine, alors la masse des gens qui imposent les lois est par définition collectivement la plus forte. Donc, si on suit la propre logique de Calliclès, les lois du peuple sont la loi de la nature. Cette impasse logique force les débats à aller encore plus loin, à sa question la plus fondamentale. Au final, c'est quoi le but ultime d'une vie? Deux visions de la vie s'affrontent directement. Pour Calliclès, le bonheur, c'est simple. C'est la satisfaction sans aucune limite de tous ses désirs. Imaginez un tonneau percé qu'on ne cesse de remplir.
Pour Socrate, le vrai bonheur, c'est tout le contraire. Ça se trouve dans l'ordre, la maîtrise de soi, la vertu. Pour démanteler l'équation plaisir égale le bien, Socrate démontre qu'ils ne suivent pas la même logique. Le bien et le mal s'excluent, comme la santé et la maladie. On ne peut pas être les deux en même temps, mais on peut ressentir du plaisir et de la douleur en même temps, comme le plaisir de boire quand on meurt de soif. Le plaisir ne peut donc pas être le bien avec un grand B. Calliclès est alors obligé de concéder le point le plus important. Il y a de bons et de mauvais plaisirs. Et cette concession, c'est une défaite logique. Parce que si on doit trier les plaisirs, ça veut dire qu'il y a un critère supérieur pour les juger, le bien. Le plaisir n'est donc qu'un moyen, et non la fin ultime. Après avoir systématiquement analysé et réfuté toutes les objections, Socrate peut enfin présenter sa conclusion, un véritable plan pour mener une vie juste. Le véritable but de l'existence, ce n'est donc pas d'acquérir du pouvoir sur les autres, mais bien d'établir l'ordre et la justice à l'intérieur de soi. Et la vraie politique, le vrai leadership, ce n'est pas de flatter les citoyens, mais de les rendre meilleurs. On en arrive donc à la conclusion inébranlable de tout ce dialogue. Il faut se garder avec plus de soin de commettre une injustice que d'en subir une. L'essentiel, ce n'est pas de paraître bon, c'est de l'être. C'est un renversement complet des valeurs qu'on tient souvent pour acquises. Et cette question finale, posée par Socrate il y a des milliers d'années, reste peut-être l'une des plus vitales, des plus pertinentes que l'on puisse se poser encore aujourd'hui.